Bonjour à tous, vous regardez l'autre direct et dans cette dernière semaine de campagne des régionales avant le premier tour qui aura lieu dimanche 6 décembre, on va continuer de recevoir tous les candidats à cette élection et aujourd'hui on accueille Éric Lafont. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes tête de file, chef de file pour la liste 100% citoyen. Tout d'abord, et c'est un peu la question qu'on est encore obligé de poser du fait de l'actualité, est-ce que c'est totalement possible en ce moment de parler des compétences régionales ou est-ce qu'il faut forcément faire un travail cathartique, de pédagogie sur les attentats de Paris? Je ne sais pas s'il faut faire un travail pédagogique. Je crois que les gens ont aussi vu que notre mode de vie étant attaqué, dans notre mode de vie, il y a la démocratie. Et que aller voter, ça a du sens. La question qui se repose facilement, c'est pourquoi aller voter dès lors qu'on a le sentiment que le politique ne sert à rien et que la politique n'a pas de solution. Et donc du coup, en campagne, notre travail, c'est de dire aux gens, mais si, il y a encore des idées, il y a encore de nouvelles approches qu'on peut mettre en œuvre pour trouver des solutions sur les sujets qui vous préoccupent, l'emploi, l'éducation, etc., qui sont les compétences sur lesquelles la Vous région les sentez peut intervenir. réceptifs au thème de l'emploi, Dans le du travail qu'on fait, transport? nous, quotidiennement, oui. Après, on a, comme tout le monde, une lecture empirique des gens qu'on contacte, des gens qu'on rencontre, des réunions qu'on fait. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité exhaustive de tout le territoire, de toute la population. En tout cas, ce qu'on peut dire aujourd'hui, c'est que les réunions qu'on organise, j'étais la semaine dernière à Clermont-Ferrand, ça fonctionne. Alors, je ne vous parle pas de réunions à 100 000 personnes, hein, mais les gens sont à l'écoute, trouvent que les réponses qu'on apporte sur les sujets qui les intéressent à court terme, l'emploi, comment je fais en sorte que mon gamin aille dans une école où ça fonctionne, qu'est-ce que j'apporte en matière de transport, etc. Le dialogue existe. Est-ce que ça suffira pour ce que demain, les gens aillent voter plus qu'on imagine qu'ils n'allaient voter avant? J'ai pas de réponse à ça. C'est certain que les attentats sont dans les têtes de tout le monde, mais pour autant, quand on disait quelques jours après le deuil, qu'il fallait recommencer à vivre, il fallait faire demain ce qu'on faisait hier, cette campagne électorale est là-dedans, et aller voter, c'est notre mode de vie commun en Europe, en France, en démocratie. C'est aussi ça qu'on doit promouvoir et défendre. Là, justement, il y a un point que je voulais aborder sur cette élection, qui pour l'instant passe un peu à l'as dans la campagne. C'est à quoi sert cette grande région, Rhône-Alpes-Auvergne, et quels bénéfices on peut en retirer? Parce que pour l'instant, on a l'impression que c'est deux campagnes côte à côte, des régions jumelées et pas forcément des régions fusionnées. Pour vous, cette fusion doit déboucher sur quoi? Je ne suis pas sûr que quelqu'un le sache aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on a affaire à une construction administrative. C'est-à-dire quand le gouvernement a décidé qu'il fallait simplifier le territoire, il a décidé de regrouper des régions qui, pour beaucoup, ni culturellement, ni géographiquement, ni économiquement, n'avaient naturellement de liens préétablis. Et effectivement, dans la nôtre, il y a une crainte des Auvergnats d'être absorbés par la région Rhône-Alpes. Même si le découpage n'est pas idéal en soi, il faut faire avec, et je crois qu'on a les moyens d'optimiser ce qui existe. Il y avait une approche qui était très stricto-administrative, qui était on réduit les régions, ça coûtera moins cher. Donc ça fait partie de nous, notre philosophie, d'optimiser l'existant pour que ça fonctionne mieux demain. Mais fondamentalement, il faut qu'on regarde comment les territoires sont complémentaires aujourd'hui. Il s'avère qu'effectivement, on a du côté de l'Auvergne à la fois des territoires ruraux qui sont intéressants dans une construction économique en circuit court qui peut aider le territoire régional à prendre du sens en la matière. Et puis on a un pôle industriel et scientifique à Michelin, qui existe autour de Michelin, pardon, et à Clermont-Ferrand, qui existe depuis très longtemps, qui est évidemment compatible avec les pôles scientifiques et industriels qu'il y a dans le Rhône, dans l'Isère, dans la Loire, etc. Mais Il faut trouver une synergie aujourd'hui. concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on applique, est-ce qu'on fusionne les dispositifs prévus par chacune des régions et on les applique à toutes les entreprises, par exemple, du territoire ou tous les lycées du territoire? Ou est-ce qu'on en profite pour développer de nouvelles choses, essayer de créer des synergies? Et si oui, comment? Comment on peut arriver à mettre en relation Michelin avec peut-être des entreprises de la microélectronique sur le bassin de Grenoble? Comment on crée une offre de train qui soit cohérente pour la région et pas seulement cohérente dans sa propre région? Ça, ce sera le travail de la région demain. Après, il ne faut pas imaginer que la région va tout faire. Ce n'est pas à l'acteur public de tout faire. Ce que doit faire la région, c'est faciliter les initiatives, faciliter les expérimentations. Nous, c'est notre propos aujourd'hui. Ce qu'on met en avant sur les lycées ou sur les transports fait une large place à l'expérimentation et l'innovation des territoires. Demain, il y a
une évidente volonté de ces territoires de se connecter plus facilement les uns aux autres. Après, vous disiez les dispositifs. Je ne crois pas que la région Auvergne ou la région Rhône-Alpes ait développé des dispositifs très différents les uns des autres. Donc à un moment donné, il va y avoir... Mais est-ce que la continuité peut suffire? La non, de continuité toute façon, des actions des deux régions peut suffire pour créer une grande région? Alors, Voilà, c'est certainement pas moi qui vais vous dire ça, puisque nous, on considère que sur la plupart des politiques publiques, il faut tout changer. Il faut les remettre à plat et initier de nouvelles approches. Donc peu importe le passé, en l'occurrence, qu'il soit auvergnat ou qu'il soit rhône-alpin, il va falloir reconstruire des politiques publiques qui soient plus efficaces sur les différentes compétences de la région, que ce soit l'économie, les lycées, les transports. Il y a trop de choses qui ne fonctionnent pas. Donc c'est aussi une opportunité, ce grand territoire, que d'initier de nouvelles approches. Le fait qu'il fasse 450 km de large nous oblige à une autre lecture sur la question du déplacement. Et on va y venir juste après, mais pour l'instant on s'arrête pour cet entretien sur TLM qui touche à sa fin. Merci beaucoup, on se retrouve tout de suite sur lyoncapital.fr. Allez, de retour sur lyoncapital.fr, vous parlez transport, vous avez cette mesure qui peut sembler futuriste, l'Hyperloop, le train dans un tube sous vide d'air, qui permettra d'aller très très vite. Bon, concrètement, est-ce que c'est faisable et surtout, est-ce que c'est finançable? Oui, c'est faisable et finançable. D'abord, on est sur... Parce que vous dites c'est moins cher, ça reviendrait moins cher qu'un TER. Les gens ont du mal à comprendre si ça va plus vite qu'un TER, que ça coûte moins cher qu'un TER. Pourquoi en France on s'acharne depuis très longtemps à faire des TER? Ce qu'on a dit, et en l'occurrence, on n'invente rien, parce qu'on fait que reprendre les arguments des promoteurs de l'outil. C'est moins cher que le TGV et c'est moins cher que le métro. Voilà. Concrètement, aujourd'hui, on est sur une rupture technologique qui est appréhendée par 400 ingénieurs dans le monde, par des entreprises américaines, et qui vont lancer ça aux États-Unis. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui, c'est que la région, en tant qu'organe régulateur des transports, ne peut pas rater ce type d'opportunité. Peut-être que ça ne fonctionnera pas, mais en tout cas, on doit essayer. On doit travailler à la faisabilité sur le territoire. On a toutes les compétences industrielles. Est-ce qu'un politique aujourd'hui peut se permettre de lancer quelque chose qui ne marchera pas? Ah ben j'espère, parce que sinon, ça veut dire qu'un politique fait rien. C'est-à-dire que si un politique ne lance que des choses dont il est convaincu que ça ne peut pas échouer, on n'expérimente rien. On n'innove jamais. Par principe, l'innovation et l'expérimentation aboutissent en partie à des échecs, et puis en partie à des succès. La capacité d'un politique à dire aujourd'hui, écoutez, on a lancé ça ne marche pas, on arrête. En revanche, on a lancé ça fonctionne, on généralise. C'est comme ça qu'on va changer la donne en matière politique. C'est-à-dire que si on ne fait que répéter des vieux trucs qu'on connaît depuis 30 ans, dont on sait qu'ils marchent qu'à un cas, mais sur lesquels on peut dire « Ah mais oui, mais c'est pas de ma faute, ça marche pas », on va stagner. Et on va parler du TER là. Le TER, c'est un super outil. C'est un train, le 19e siècle, le 20e siècle. On l'a optimisé. Vous avez vu le rapport de l'UFC la semaine dernière. On est la 15e région en France en termes de ponctualité, d'efficacité. On va certainement pouvoir améliorer encore un peu le TER. Mais demain, sur les grandes trajectoires régionales, on a besoin d'un outil différent. Et on a besoin, en complément du TER, de développer l'utilisation des véhicules propres, des véhicules électriques, des véhicules autonomes. Là aussi, certains vont pouvoir dire « Oh là, la voiture autonome, c'est de la science-fiction ». Mais non, c'est pas de la science-fiction. Peugeot, la Google Car, etc. Ça existe au stade expérimental aujourd'hui. Si la région, elle n'a pas la vision nécessaire pour son territoire, pour anticiper des modes de vie, des usages demain, elle ne sert à rien. L'acteur politique, s'il n'a pas la capacité à dessiner une trajectoire, à dire que sur ce sujet-là, la région peut être précurseur de modes de déplacement différents, la région, elle ne sert à rien, et c'est juste une administration qui gère des dispositifs. Et ça, je crois qu'on est arrivé au bout de cette logique-là. L'acteur public, il doit être en capacité de catalyser, de soutenir les innovations, d'en lancer lui-même. Sinon, son rôle a très peu de valeur ajoutée. Il y a un autre point que je voulais aborder, et ce sera le dernier point, on finira là-dessus. Ça concerne l'économie et surtout l'emploi, qui est l'attente principale. On le voit dans tous les sondages des électeurs d'Auvergne et de Rhône-Alpes. Vous, comment vous voulez, avec les compétences régionales, essayer d'inverser la courbe du chômage, puisque c'est quelque chose que tout le monde a en tête aujourd'hui? Oui, et c'est légitime, puisqu'elle ne cesse de croître, cette courbe du chômage. Et on est à... Mais est-ce que la région, parce que beaucoup de candidats promettent beaucoup de création de postes, j'ai vu un certain nombre de propositions, effectivement, en termes de subventionnement de l'emploi. Et c'est pas raisonnable de promettre des créations de postes, parce que l'acteur public, il ne sait plus faire ça.
parce que lui-même n'embauchera pas, voire fondamentalement, il réduira le nombre de postes de son propre fonctionnement. Aujourd'hui, ce que doit faire l'acteur public régional, c'est faciliter un certain nombre de choses. Il y a 2 sujets sur lesquels il peut intervenir. Il peut intervenir auprès des petites et moyennes entreprises et des acteurs associatifs, ONG, etc., qui sont les seuls à créer de l'emploi aujourd'hui. Ces acteurs-là, quand ils veulent embaucher aujourd'hui, ils sont confrontés à une prise de risque importante, qui souvent les conduit à reporter l'embauche ou à pratiquer de l'intérim, du très court terme. Parce que pour ces acteurs-là, il faut sécuriser le recrutement. Et à ce titre-là, nous on va proposer de développer 2 outils, qui sont les groupements d'employeurs et le développement du temps partagé. Ces 2 outils-là, aujourd'hui, ils existent dans le dispositif juridique, simplement ils sont souvent laissés à la seule bonne volonté d'acteurs privés, qui ont besoin d'être sécurisés sur le fonctionnement de ces outils. La région peut intervenir sur ce sujet-là en devenant un facilitateur et ou un tiers de confiance qui permet de regrouper par branche, par territoire, ces acteurs économiques pour embaucher. À ce titre-là, il est pertinent aujourd'hui, puisque c'est la compétence de la région maintenant, qu'elle réorganise le service public de l'emploi sur des territoires qui soient efficaces. On est encore sur des vieux territoires administratifs, le département, la ville. Aujourd'hui, quand vous cherchez un emploi, vous n'êtes pas dans votre commune, vous n'êtes pas coincé dans votre département, vous êtes sur un bassin d'emploi. La région, elle avait organisé des contrats territoriaux emploi-formation, mais sur des territoires improbables. Demain, il faut qu'elle le fasse sur des bassins d'emploi. Enfin, il faut qu'on agisse aussi auprès des demandeurs d'emploi. En France, aujourd'hui, on a écrasé le demandeur d'emploi sous une contrainte administrative colossale. Je le dis rapidement, quelqu'un qui est aujourd'hui demandeur d'emploi de longue durée, et c'est plus de la moitié des demandeurs d'emploi, il a un certain nombre de droits. Alors ça peut être indemnité Pôle emploi, mais quand il n'en a plus, il est au RSA, il a location de logement, éventuellement il a la CMU. Si cette personne reprend un contrat de travail d'1 mois, et c'est ce que propose le marché du travail aujourd'hui, 86% des emplois créés sont des contrats courts, cette personne-là, elle va tout perdre. Et elle va mettre 6 mois pour retrouver du RSA, de location logement, de la CMU. Les gens, ils ne sont pas de mauvaise volonté. Les gens, ils ont envie d'aller travailler parce qu'ils ont bien compris que le travail, c'était important. Pour eux, d'abord. Mais ils ne sont pas suicidaires. C'est à un moment donné, quand vous savez que si vous prenez un contrat de travail de 15 jours ou d'1 mois, vous allez galérer pendant 6 mois pour retrouver quelques droits administratifs, ben vous ne faites pas. La région, aujourd'hui, elle doit tout faire pour simplifier la contrainte administrative. Et s'il faut qu'on demande au Parlement d'expérimenter une nouvelle approche en la matière, on le fera. C'est inenvisageable qu'au XXIe siècle, on n'arrive pas à lisser les revenus sur une année sans créer des à-coups comme ça administratifs, juste parce que le département, la métropole aujourd'hui ici, mais la CAF, etc., n'arrivent pas à se parler et que le demandeur d'emploi, il est coincé dans une espèce d'étau administratif. Voilà, donc on va faciliter la vie des employeurs, des recruteurs, et faciliter la vie des demandeurs d'emploi à l'échelle de ce que peut faire la région aujourd'hui, avec des enjeux connexes de formation. Il va falloir innover en matière de formation pour faire des formations qualifiantes plus courtes, plus opérationnelles. Il va falloir qu'on remette des gens en situation de réapprendre. Tous ceux qui sont sortis de l'école en échec, il faut que la région elle trouve des outils efficaces pour les remettre en configuration d'apprendre différemment. Voilà, il y a énormément de choses à faire. Il y a beaucoup de choses sur lesquelles la région ne peut pas intervenir, le droit du travail. Voilà, tout ça c'est l'État, mais sur ces sujets-là, de facilitation de recrutement, de facilitation de la vie des demandeurs d'emploi, de formation, on peut agir et faire en sorte que ça se passe mieux sur le marché de l'emploi. Merci beaucoup Éric Lafond d'avoir répondu à nos questions et à notre invitation. On se retrouve demain pour une autre édition de notre direct, toujours consacrée au régional. Je vous rappelle, on recevra tous les têtes de liste régionaux à cette élection, sauf pour l'instant le Front National qui refuse de venir sur ce plateau. Merci beaucoup, au revoir.